n'est-ce pas des actes de compassion qui doivent être appréciés à leur juste valeur? On nous a même dit ici que le président Dadis n'a pas compati. Peut-être que nous n'avons pas la même définition de la compassion. Mais lorsque le président Dadis a demandé à être entendu par lettre, et que le 28 février 2015, lorsque la juge lui a posé la première question, les premiers mots du président Dadis dans cette affaire ont été ceci: je ne peux pas parler des événements du 28 septembre sans m'incliner pieusement devant les victimes qui sont tombées, sans adresser mes condoléances aux familles éplorées, sans adresser mes condoléances à la Guinée. C'est écrit. Son premier jour de passage ici, à cette audience, quand il lui a été demandé, il a dit exactement la même chose. Je me permets de lire d'ailleurs ce qu'il avait dit devant le juge d'instruction. Ses premiers mots, ce sont ses premiers mots dans cette affaire en tant que témoin. S'agissant des événements du 28 septembre, je ne peux en parler sans d'abord m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui ont disparu suite à ces événements et présenter mes condoléances à la nation guinéenne ainsi qu'aux familles éplorées. C'est ce qu'on appelle la compassion. Ce sont des faits, ce ne sont pas des mots. Nous sommes en 2015, 6 ans après la commission de ces faits. Il n'est pas inquiété, il est entendu comme témoin. Voilà le premier mot qu'il a adressé au magistrat instructeur. C'est un mot de compassion. Et quand il est passé ici, quand il dit « Je m'incline devant la mémoire de toutes les victimes, je présente mes condoléances aux familles éplorées ainsi qu'au peuple de Guinée. Je prie Dieu pour le repos de leurs âmes et pour que de telles choses ne se reproduisent plus dans notre pays. » Pourquoi on peut penser que cela n'est pas l'expression d'une compassion? La partie civile a-t-elle une autre définition de la compassion? Le parquet a-t-il une autre définition de la compassion que la défense ne connaît pas? La compassion, est-ce qu'elle doit se limiter au mot compassion? Ou est-ce qu'elle doit se traduire dans les gestes par les mots que nous prononçons? Pour la défense. Et c'est cela la vérité. Et c'est cela la vraie réponse. La compassion ne se limite pas au mot compassion. Elle doit se traduire dans les actes, dans les mots que l'on prononce. Et le premier geste de la compassion, c'est l'adresse que l'on fait à une personne. Lorsqu'une personne décède dans le quartier et qu'on est informé, le premier geste de compassion, c'est adresser ses condoléances. Pour les parties civiles, non. Ce n'est pas cela la compassion, parce que ça vient du président Dadis. Ou bien vous voulez que le président Dadis se mette ici à pleurer comme le parquet a pleuré, mettant en danger la société. Parce que le parquet représente la société. Le parquet ne doit pas épouser un dossier. Mais si le parquet vient publiquement se saisir d'une affaire qui n'a rien à voir avec les événements du 28 septembre, puisqu'il a dit lui-même, et couler des larmes. D'abord, il ne sait même pas pleurer, puisque ce montage n'a pas été bien, il n'a pas su le faire. J'ai compris qu'il n'est pas habitué à cela. Se mettre à pleurer, et il remet ainsi en danger la société. Parce que la société ne peut plus compter sur lui. La société pense que sa seule défense, c'est le parquet, c'est le ministère public. Ce ministère public n'a pas à pleurer dans une salle d'audience. S'il pleure dans une salle d'audience, il épouse le dossier. Comme un avocat doit être radié quand il épouse un dossier, un magistrat devrait l'être quand il épouse un dossier. On ne peut pas comprendre que pour une affaire aussi profonde, pour un dossier aussi important, qui implique toute la Guinée, toute la communauté internationale, tous ceux qui aiment la Guinée, tous ceux qui n'aiment pas la Guinée,
au lieu de poursuivre, de requérir, de demander l'application de la loi, on vient pleurer comme une femme trahie, pleure. Parce que tout simplement, il ne voit pas son amant et qu'il a envie de le voir. Nous ne sommes pas là pour chérir les gens. Nous sommes là pour un but bien déterminé. Le parquet doit poursuivre avec ces éléments qu'il faut. La partie civile doit défendre les parties civiles en indiquant le préjudice subi, en les évaluant, en demandant des dommages et intérêts par rapport à cela. Et la défense, elle doit défendre. Et nous défendons. Nous n'épousons aucun dossier. Voilà ce qui se passe dans un temple de Thémis. On ne vient pas ici pour s'entraîner. On vient parce qu'on est déjà entraîné. On vient parce qu'on est prêt. On vient justement livrer un combat, mais un combat juridique, un combat civilisé. Mais on ne vient pas pleurer. Le fait de pleurer ne dérange pas ce tribunal. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose par rapport à cela. Je vais vous dire pourquoi on a supprimé les cours d'assises. Je vais vous dire pourquoi on les a supprimés chez nous en Guinée. Et la tendance, et je remercie d'ailleurs les autorités guinéennes dans ce sens-là, est la bulle. Parce que tout simplement, devant les cours d'assises, il n'y a que ces 3 magistrats professionnels. Le reste, le jury, est composé de citoyens que l'on prend n'importe où. On a compris que l'éloquence des magistrats au parquet ou des avocats les faisait pleurer. J'ai fait suffisamment pleurer des femmes ici. Lors de mon premier dossier criminel, c'était à la cour d'assises avec feu Doura Chérif. C'était de l'infanticide. Si vous êtes, rappelez-vous d'un assassinat commis sur un petit enfant de 4 ans à Amdalaï. Pourquoi? Parce que ces gens se laissent facilement influencer. Mais vous ne pouvez pas influencer ces hommes qui sont là. Vous ne pouvez pas influencer le président de ce tribunal criminel. Vous ne pouvez pas influencer les assesseurs de ce tribunal criminel. Attendez, lorsque les assises reviendront, mais ce n'est plus possible, hein, je ne crois pas. Là, vous allez influencer les jurys qui ne sont pas des magistrats professionnels, qu'on prend tout simplement devant, dans les quartiers, entre les citoyens, et qui ne savent rien de tout ce qui se passe ici. Alors, vous ne devrez pas pleurer, parce que si pour vous c'est cela la compassion, c'est loin d'être la compassion, c'est une véritable faiblesse. C'est cela épouser un dossier. Et on ne devrait pas épouser un dossier. Qu'est-ce que le président Dadis a fait sur le plan judiciaire? Et là, à ce niveau, je vais prendre mon temps. Monsieur le Président, Monsieur les juges assesseurs, je vais me permettre de lire, de rappeler, parce que je sais que c'est connu, les dispositions à la matière, pour que vous compreniez une fois pour toutes que nous devrons, nous, lutter pour l'indépendance de la magistrature. Les avocats doivent se battre pour l'indépendance de la magistrature. Parce que l'indépendance de la magistrature, c'est un gage d'une bonne justice. Parce que si la justice est bien rendue, l'avocat gagne son compte. Et il vit bien. Parce qu'il sait qu'il ne comptera que sur sa formation. Parce qu'il sait qu'il ne comptera que sur le travail qu'il fait. Parce qu'il sait qu'il est donc obligé de travailler correctement. De cravacher dur pour convaincre un juge. Mais si le juge doit recevoir des instructions à tout moment, il ne rend plus justice, conformément à la loi. Alors que c'est conformément à cette loi qu'il doit rendre justice. Le président Dadis a quand même instruit, malgré tout, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, d'instruire le procureur général afin d'engager des poursuites judiciaires. C'est sur son instruction, sur l'instruction. Le ministre de la Justice, sur l'instruction du ministre de la Justice, qui est le premier parquetier du pays, que le procureur général près la cour d'appel de Conakry a requis le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine afin d'ouvrir une information. Dans un premier temps, c'était contre X,
pour meurtre, viol et violation d'une interdiction de faire une manifestation. C'est dans le dossier. C'est dans le dossier. Ce sont des éléments du dossier qu'on n'a pas lu et qu'on a oublié. Mais est-ce que c'était le travail du président? Est-ce que c'était le travail du garde des Sceaux? Est-ce que c'était d'ailleurs le travail du procureur général? Est-ce que le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Dixine, n'avait pas vécu les crimes commis au stade du 28 septembre? Est-ce qu'il n'était pas en Guinée? Et s'il n'était pas là, est-ce qu'il n'avait pas de substitut capable de lui remonter? Je vais prendre mon temps dessus parce que j'ai entendu ici des parquetiers dire à un accusé, M. Goumou, que vous êtes officier de police judiciaire. Qu'avez-vous fait puisque vous vous êtes trouvé sur le terrain? Qu'est-ce que vous avez fait, vous, procureur, puisque le stade est dans les nez du tribunal de première instance de Dixine? Ça veut dire quoi? Si M. Goum est là parce qu'il n'a rien fait, vous devrez aussi être là parce que vous n'avez rien fait. Mais pourtant, c'est vous qui aussi devrez être à sa place parce que vous n'avez rien fait, parce que vous pensez que le président Dadis n'a rien fait, qui êtes ici assis et vous poursuivez. Si on doit poursuivre le président Dadis parce qu'il n'a rien fait pour le plan judiciaire, si on doit reprocher à l'accusé Blaise Goum parce que OPJ, se trouvant sur le terrain, n'a rien fait, vous pensez que vous, on ne peut pas vous poursuivre? C'est pour ça, quand je vais parler des peines requises que vous avez distribuées, je vous parlerai de Antoine Quintin, pour vous dire que personne n'est au-dessus de la loi. Quand vous poursuivez le droit, c'est aussi quelque part une logique. Vous devriez comprendre que les premiers actes devraient être posés par vous, parce que les OPJ travaillent sous votre direction. Les OPJ travaillent sous la surveillance des juges d'instruction de la cour d'appel. Je le dis, les OPJ travaillent sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle des magistrats instructeurs des chambres d'instruction. Je ne me trompe pas, vous pouvez rire, moi je maîtrise ce que je fais. Et je le dis avec élégance. Et je vous envoie cette élégance-là. Et je vous demande d'en faire autant. Mais ne pleurez pas quand vous prenez la parole. À ce niveau, est-ce que, n'est-ce pas la volonté de laisser la justice travailler convenablement et librement? En cas de commission d'une infraction, à qui doit-on demander les défauts de poursuite dans un état de droit? Certainement au procureur de la République. Parce que la loi lui confère tout ce pouvoir. Et les articles 46, 47, 48, 49, 50 et 51 du Code de procédure pénale sont clairs là-dessus. Et je vais les lire. Je vais les lire intégralement pour que ce parquet comprenne que poursuivre quelqu'un sur le fait qu'il n'a posé, il n'a pas pris d'acte sur le plan judiciaire est tout simplement le monde à l'envers. Que dispose l'article 46? Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de première instance. Que dispose l'article 47? Le procureur de la République reçoit les plaintes et dénonciations et apprécie la suite à leur donner
il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. À cette fin, il dirige l'activité des officiers de police judiciaire dans le ressort de son tribunal. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. En cas de délit ou de crime flagrant, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 110 du présent code. Que dispose l'article 48? En tenant compte du contexte propre à son ressort, le procureur de la République met en œuvre la politique pénale définie par les instructions générales du ministre de la Justice, précise et le cas échéant adapté par le procureur général. Précisé et le cas échéant adapté par le procureur général. Outre les rapports particuliers qu'il établit, soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l'application de la loi et les instructions générales, ainsi qu'un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet. Il informe au moins une fois par an l'Assemblée des magistrats, du siège et du parquet des conditions de mise en œuvre dans le ressort de la politique pénale et des instructions générales adressées à cette fin par le ministre de la Justice en application du deuxième alinéa de l'article 37. Que dispose l'article 49? Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 47 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République, territorialement compétent, décide, s'il est opportun, soit d'engager des poursuites, soit de classer sans suite la procédure, dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. Que dit l'article 50? Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre, il avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées de la suite réservée à leur plainte. Lorsque le procureur de la République décide de classer une plainte sans suite, il doit adresser un avis de cette décision dans un délai de 8 jours au plaignant. Cet avis comporte notamment la mention que ce dernier peut, s'il le désire, prendre l'initiative de mettre l'action publique en mouvement en se constituant partie civile à ses risques et périls. Que dispose l'article 51? Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise. À la suite de cette dénonciation, le procureur général peut, dans les conditions prévues à l'article 42, enjoindre au procureur de la République d'engager des poursuites. S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé. Que dispose l'article 52? Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. On ne peut pas être... Alors, voyez-vous, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, ces dispositions sont très claires et on ne peut pas être plus réaliste que le roi. On ne peut pas demander à un président d'un pays de poser des actes, de se substituer au procureur de la République pour poser des actes à sa place. Surtout que nous prenons l'indépendance de la magistrature. Que faisons-nous de cette indépendance-là? Pourquoi faire comprendre que le président Dadis n'a pas posé d'acte dans ce sens-là? Est-ce que c'était à lui
de poser de tels actes? Certainement, non. Pas du tout. Sinon, si c'était le cas, l'indépendance de la magistrature serait mise à dure épreuve. Et moi, croyez-moi, j'aurais ôté ma robe. Parce que si l'indépendance des magistrats est mise à rude épreuve, je ne vois pas quelle serait ma raison d'être quand je suis surtout avocat au contentieux, quand je sais qu'à tout moment, je peux venir directement devant vous. Mais malgré cela, et toujours sur le plan judiciaire, le président Dadis a quand même mis en place 2 commissions d'enquête. 2 commissions d'enquête, lesquelles résultaient d'une médiation qui avait été amorcée par le président Blaise Compaoré. Ces 2 commissions d'enquête, l'une était nationale, l'autre internationale, même si pour le parquet, la commission nationale d'enquête indépendante n'est rien pour lui. Mais il l'a dit sans indiquer en quoi cette commission n'est rien pour lui. Mais nous prendrons 2 heures de temps pour uniquement démonter la prétendue commission d'enquête internationale ou le prétendu rapport de la commission d'enquête internationale établi en méconnaissance totale de l'histoire de la Guinée, en méconnaissance totale de la société de la Guinée, en méconnaissance totale même des informations scientifiques données dans le recensement dans les cas de démographie dans notre pays. Une commission établie en un laps de temps par des personnes qui n'ont fait que 7 jours en Guinée et qui ont travaillé 5 jours. Et c'est le sésame de ce parquet. C'est le sésame de ce parquet. Alors, la Commission internationale d'enquête a travaillé. Pensez-vous vraiment qu'un président, un gouvernement qui savent avoir mis en danger la vie des Guinéens, qui savent avoir participé à la commission de crimes aussi crapuleux, qui savent n'avoir aucun pouvoir pour contrôler une commission à l'international, pouvaient se permettre de mettre cela en place. On vous dira encore ici que le pays était obligé. Mais ce qui est dérangeant, c'est quand ça vient de gens qui veulent diriger un jour le pays, qui oublient totalement la notion de souveraineté et qui pensent qu'en fonction de leurs intérêts du temps, les règles doivent changer et doivent être établies en leur faveur, qui pensent que si ce ne sont pas eux qui sont là, la communauté internationale peut bien obliger le pays, qui pensent que si c'est eux, si ce sont eux qui sont là, la communauté internationale ne peut pas obliger le pays. Monsieur le Président, est-ce que raisonnablement, on peut penser que cette commission aurait été mise en place si le gouvernement guinéen savait être responsable des massacres du 28 septembre? Est-ce que raisonnablement on peut penser que cette commission d'enquête internationale serait mise en place si le président Dadis savait que ces massacres ont été planifiés, coordonnés, organisés par lui, par son gouvernement, par le CNDD? Mais pourquoi va-t-il accepter et se mettre à la disposition de cette commission? Lui, chef d'État d'un pays souverain, accepte d'être entendu par des personnes étrangères. N'est-ce pas un autre symbole? N'est-ce pas un autre exemple? N'est-ce pas un autre acte qui doit inspirer? Mais lorsque ceux-là même
qui ont déjà dirigé la Guinée ou qui veulent diriger encore la Guinée viennent vous dire que notre souveraineté ne veut rien dire, viennent vous dire que non, ils savaient avoir commis ces faits, mais ils étaient obligés de nous donner les moyens pour les coincer. Pourquoi on devrait croire? Pourtant, ces commissions-là, ces deux, ont bénéficié de tous les pouvoirs. Elles ont été investies de tous les pouvoirs. La commission d'enquête au niveau national a été investie de tous les pouvoirs de police et même de tous les pouvoirs d'instruction. Avant la mise en place de ces commissions, le président, il a dit ici, était dans les dispositions de demander que des mesures soient prises contre ceux qui étaient allés au stade. Il était dans ces dispositions-là. Tous ceux qui étaient allés au stade et dont les noms lui ont été révélés, il était dans les dispositions de prendre des mesures contre eux. Mais en acceptant la médiation, il acceptait aussi les obligations liées à cette médiation. Parce que la première médiation qui a réuni Blaise, le médiateur, Blaise Compaoré, le CNDD et les partis politiques, avait été claire. Suspendre l'interpellation tant dans les camps civils que dans le camp militaire. Pourquoi le président Dadis devrait violer les engagements pris et signés par le CNDD? Pourquoi lui, le premier responsable, ne devrait pas respecter ces engagements-là? Pour ceux qui savent l'histoire un peu du Burkina, rappelez-vous l'affaire Norbert Zongo. L'affaire Norbert Zongo a fini par des compromissions. Au départ, et le procureur qui avait le dossier à l'époque avait été suspendu, je vais même dire écarté. J'ai eu la chance d'être avocat de cet ancien procureur, ancien diplomate et ancien garde des Sceaux de son pays. Celui qui était le juge d'instruction en charge de cette affaire avait été également écarté. J'ai eu la chance de le connaître personnellement, puisque cet ancien procureur devenu ministre l'a appelé pour être procureur général. La gestion d'un État est plus compliquée, est plus complexe qu'on peut le penser. Quand on est civil et assis derrière nos bureaux, les choses sont souvent plus simples. Mais lorsque de tels événements arrivent et qu'une médiation internationale arrive et demande que tout soit suspendu, heureusement, si le président Dadis avait passé outre ce qui avait été décidé par la médiation, qui est là, qui est connu, qui se trouve dans des documents, qui est prouvable, qui est vérifiable, et arrêté des gens, on aurait dit, voilà, il a voulu faire supporter à tel ce qui s'est passé. Mais c'est un légaliste. C'est quelqu'un qui a le respect de ses engagements. C'est quelqu'un qui respecte les lois, il a d'ailleurs prouvé. C'est quelqu'un qui respecte les accords. Les accords interdisant toute interpellation, il ne pouvait pas interpeller quelqu'un. Il ne pouvait pas interpeller quelqu'un. Est-ce qu'on peut bien lui reprocher cela? Monsieur le Président, messieurs les assesseurs, vous comprendrez que, encore une fois, sur ce plan-là, et seulement sur ce plan-là, puisque je parle de cela, on ne peut faire de reproches au président Dadis.
il a mis en place les 2 commissions pour que lumière soit faite sur les événements du 28 septembre. Et avant même que les 2 commissions ne présentent leurs résultats, il avait déjà fait l'objet de tentatives d'assassinat. Donc les résultats ont été pris en dehors de lui. Quelle influence pouvait-il exercer contre les auteurs de ces 2 commissions? De toutes les façons, s'agissant de la commission d'enquête internationale, ce ne serait pas possible. Et il le savait. S'agissant de la commission d'enquête nationale, il n'était pas là. Il avait déjà fait l'objet de tentatives d'assassinat. Il était dans un premier temps au Maroc, avant d'être exilé à Ouagadougou, où il effectuait sa convalescence, où il ne gérait pas. Est-ce qu'il pouvait rester à Ouagadougou? Est-ce qu'il pouvait rester dans ce pays-là, influencer chaque membre de cette commission? Ce n'est pas possible, Monsieur le Président.